Le Nouvel Esprit Public, Philippe Meyer, bonjour. Bonjour, merci de nous avoir rejoints pour ce Nouvel Esprit Public de cette série un peu particulière au cours duquel nous allons tenter d'éclairer deux aspects de l'actualité, l'archipel du déconfinement annoncé par le gouvernement et la dialectique entre reprise économique et urgence climatique. Nous le ferons avec Béatrice Gibelin, fondatrice de l'Institut français de géopolitique et directrice de la revue Hérodote, Marc-Olivier Padis, directeur des études de Terra Nova, Lucille Schmitt, du comité de rédaction de la revue Esprit, et Richard Verly, correspondant à Paris du quotidien helvète Le Temps. Nous sommes partenaires de l'hebdomadaire Le 1, dont le dernier numéro est intitulé « On change quoi ?» La sociologue Dominique Méda écrit que l'anthropologue David Graeber, qui, je cite, proposait de prendre la mesure de l'utilité d'un métier en envisageant l'effet sur la société de sa disparition, n'aurait pas rêvé meilleure expérience naturelle pour démontrer le caractère absolument nécessaire de ceci et le scandale que constitue l'actuelle hiérarchie des salaires. Fin de citation. Dominique Bourg, philosophe et ancienne tête de liste d'Urgence Écologie aux dernières élections européennes, développe le concept d'État-résilience. Pierre-Henri Tavoyot, lui aussi philosophe, se demande si nos démocraties sont mieux ou moins bien armées que les dictatures ou les régimes illibéraux. En tête de nos faiblesses, il observe, je cite, que nos institutions et notre espace public sont incapables d'éclairer correctement l'action politique, traversés qu'ils sont par des débats d'une faiblesse insigne, les plus de moyens contre les y a qu'à dégraisser. Sous l'onglet L'Ebada de notre site, depuis jeudi 30 avril, vous pouvez trouver un entretien avec Sylvie Berman, qui a représenté la France au Royaume-Uni pendant 3 ans sur la situation politique, sanitaire, économique de ce pays. Après la Russie et le Japon, nous poursuivrons cette série sur les pandémies vues d'ailleurs. Lundi, demain, le 4 avril, à 11h, nous mettrons en ligne le premier des Qui t'a fait toi, enregistré avec Michel Perrault, historienne du mouvement ouvrier, à qui l'histoire des femmes doit être devenue une discipline à part entière. Après 1 heure d'entretien avec cette nonagénaire tonique, il était si évident qu'elle avait encore tant à dire sur son itinéraire, ses découvertes et ses rencontres, que je lui ai proposé une 2e heure de Qui t'a fait toi. Cette 2e heure sera en ligne mardi, après-demain, le 5 mai, à 11h. Nous vivons de vos contributions et de vos encouragements. Soyez remerciés des unes et des autres. Nous allons maintenant donc nous intéresser au déconfinement et à cette sorte d'archipel français dessiné par les décisions du gouvernement. Nous allons devoir vivre avec le virus, a prévenu le Premier ministre en présentant le 28 avril son plan de déconfinement à l'Assemblée nationale qu'il a adopté par 368 voix pour et 100 contre. Les départements seront répartis en 2 catégories. Ceux peu touchés par l'épidémie seront déclarés verts et pourront piocher dans les différentes mesures de déconfinement annoncées pour le 11 mai. Les autres, rouges, seront soumis à un régime plus strict. Édouard Philippe s'appuie sur l'avis de l'Académie de médecine qui a recommandé le 7 avril dernier, je cite, que la sortie du confinement soit décidée sur la base de la région et non par classe d'âge. Élaboré par la Direction générale de la santé et par Santé publique France, 3 critères orientent cette classification qui sera arrêtée le 7 mai prochain. Ainsi, le bulletin de santé d'un département sera rouge si sur son territoire la circulation du virus reste active, si les capacités hospitalières en réanimation restent tendues et si le système local de test et de détection des cas contacts n'est pas suffisamment prêt. Dans la mise en œuvre du plan gouvernemental, le couple maire-préfet est placé au centre du dispositif, notamment pour la réouverture des écoles. Dans les départements classés rouges, si des maires ne sont pas prêts pour le 11 mai, l'État recherchera avec eux le bon rythme et la bonne organisation pour chacun des établissements. Pour Édouard Philippe, je cite, « Cet esprit est plus important à comprendre que la règle, parce que c'est celui qui va nous permettre de piloter finement et efficacement la maîtrise de la circulation du virus. Donc, il y aura des départements verts, des départements rouges, mais il y aura partout une discussion intense, précise, confiante, pour prendre les bonnes mesures. » Fin de citation. Jeudi 30 avril, le ministre des Solidarités et de la Santé, Olivier Véran,
a dévoilé la carte départementale provisoire pour le déconfinement du 11 mai. Elle classe à ce stade les départements selon 3 couleurs, vert, rouge et orange, orange pour incertain. Les départements orange ont vocation à basculer en rouge ou en vert à la date du déconfinement, sans pour autant signer la disparition d'un nuancier qui s'enrichira de données apportées par les acteurs locaux après le 11 mai. La Haute-Corse, le Gers et le Lot réfutent la couleur rouge qui leur a été attribuée et vendredi 1er mai, date à laquelle nous enregistrons cette émission, les agences régionales de santé d'Occitanie et du Centre ont reconnu des erreurs de comptage. Sur cette question, Béatrice Gibelin. Oui, effectivement, ce déconfinement, enfin, qui serait plutôt d'ailleurs un desserrement du confinement. Il est évident qu'on retrouve là, dans ces cartes rouges et vertes et oranges pour le moment, un grand quart nord-est, avec bien sûr l'Île-de-France et le Grand Est et les Hauts-de-France. On pouvait s'y attendre, hein, le reste étant, tout l'Ouest étant vert. On retrouve, et puis on a la vallée du Rhône aussi qui apparaît, et plus faiblement ce qui est la zone de la Méditerranée. Et effectivement, cette géographie correspond au fond à une géographie des fortes densités et à une géographie urbaine avec un certain nombre de grandes agglomérations dans lequel le virus, compte tenu de la population nombreuse, circule encore de façon visiblement trop importante pour pouvoir avoir un déconfinement plus large. Alors, d'une certaine façon, c'est quand même une grande première que l'État aborde une politique nationale en tenant compte de très grandes diversités régionales et même plus que régionales, presque locales. Fallait-il que la situation soit grave pour que notre État si jacobin se décide enfin à faire vraiment confiance aux élus et dans les élus, particulièrement aux maires, et non pas aux présidents de région, comme certains d'entre eux le souhaitaient. Je pense d'ailleurs qu'il a eu raison, que c'était sage, parce que ces grandes régions ne permettaient pas en fait de faire un suivi fin et absolument indispensable des différentes sensibilités du virus. Est-ce qu'il est en train de repartir ou pas? Et puis c'est le grand retour, j'allais dire, des départements. Alors on nous avait dit les départements, c'est obsolète, ça date de la Révolution, c'est un niveau dont on n'a plus besoin. Et là, qu'est-ce qu'on voit? Le rôle du préfet qui reprend toute sa place dans une relation très directe, c'est vrai, avec les maires, mais c'est au niveau du département que les choses vont se faire. Et c'est quand même un sacré changement. En revanche, disparaissent tout ce qui sont les intercommunalités, qui sont normalement les lieux sur lesquels on pensait qu'on pourrait désormais s'appuyer. Elles ne sont pas présentes. Et au-delà des préfets et des départements, c'est les maires. Les maires sur lesquels Emmanuel Macron s'était déjà assez appuyé pour la sortie de la grande crise des Gilets jaunes, au moment du grand débat. On avait vu qu'il réassociait les maires dans toutes ces réunions qu'il a fait sur le territoire national. Donc, un couple, les maires et le préfet, et là aussi, on est bien content de retrouver les maires, parce que on avait dit aussi, ah là là, ces communes trop nombreuses, il faut tout refondre cette carte communale. Alors, c'est sûr que ça va surtout se poser dans les communes urbaines, mais c'est quand même extrêmement intéressant de revoir les maires mises, j'allais dire, au cœur même du dispositif. C'est un changement, je crois, très important, et si ça se passe bien, il est évident qu'on aura là une avancée sans doute sur la décentralisation, non pas au niveau des régions, mais sans doute un maillage assez fin, et qui aura je crois, des conséquences importantes. Alors, on est très loin du fédéralisme allemand. Sans doute que la façon dont les Allemands ont mené, au fond, la période du confinement, avec évidemment la grande place des Länder, a peut-être donné quelques idées aux Français et à nos responsables politiques sur le fait qu'il fallait faire les choses un peu plus précisément. Pour ma part, peut-être c'est parce que je suis géographe, mais je pense qu'il faudrait aller à un maillage encore plus fin que le département. Parce que
que c'est vraiment sur des clusters, sur des endroits très précis qui sont liés à des densités de logement, qui sont liés à un événement particulier, comme ce fameux rassemblement qu'on a pu avoir à Mulhouse des évangélistes. Mais je crois que c'est seulement dans une géographie fine qu'on pourra réussir ce déconfinement et à maîtriser un peu ce virus. Ce qui me surprend un peu, c'est qu'on découvre que la campagne, c'est pas pareil que la ville. Voilà, bah oui. Et effectivement, les faibles densités, c'est une chance pour les endroits à faible densité. La France est un pays faiblement peuplé, comme je le dis souvent. C'est une densité à 110 habitants au kilomètre carré. Ça veut dire qu'il y a des tas d'endroits où on est à 30 habitants au kilomètre carré. Ben, quand le virus n'a pas grand monde à rencontrer, ben, effectivement, il fait beaucoup moins de dégâts. Donc, je crois que c'était sage de dissocier les modalités du déconfinement, bien évidemment, aux endroits où il ne circule presque pas. Dans les hôpitaux de Bordeaux, heureusement que d'une certaine façon, ils ont eu à s'occuper avec ce qui leur a été envoyé par TGV. Même le CHU de Lille, aujourd'hui, le CHU de Lille n'est plus confronté à des services de réanimation très, très, très embouteillés. C'est peut-être pas tout à fait encore le cas de celui d'Amiens. Donc, je pense que ce qui reste le grand problème et la grande difficulté, c'est l'Île-de-France. Et là, ça va vraiment, c'est pas gagné, comme a dit Valérie Pécresse, et je pense qu'elle a raison. Et principalement la petite couronne pour la circulation du virus et le Grand Est qui a été particulièrement touché, mais on sait très bien pourquoi. Donc, je ne parlerai pas encore d'un archipel, parce qu'un archipel suppose quand même beaucoup d'îles, alors que là, on va avoir des grands ensembles, puisque la partie orange qu'on a vue sur la carte va devenir ouverte ou rouge. Bien. Donc, on va avoir deux grands ensembles, une France de l'Ouest et une France de l'Est, qui correspond à une coupure qu'on a depuis extrêmement longtemps, depuis le 19e siècle, la coupure Le Havre, Paris, Marseille, qui par certains côtés correspond aussi aux zones anciennement industrialisées, qui ont été en grande difficulté, qui pour certaines le sont encore, et qui sont, sauf sur la partie sud, un peu la carte du Rassemblement national. Il faudra peut-être faire un peu attention à cela. Marc-Olivier Badis. Il y a un mot sur la carte, c'est que si on dézoomait un peu et qu'on regardait l'ensemble de l'Europe, je crois qu'on verrait se dessiner un axe qui va du nord de l'Italie aux Pays-Bas, en passant par toute cette région est de la France, une partie rhénane de l'Allemagne, les Pays-Bas, et puis ensuite vers le nord, qui correspond à l'axe de circulation principal des échanges au niveau européen. Il faudra peut-être revenir là-dessus si on traite au cours d'une émission de la dimension européenne de l'épidémie. Moi, j'ai été très frappé quand j'ai écouté le discours du Premier ministre dans l'Assemblée nationale par le soin qu'il a mis à justifier ces mesures territoriales. On sentait qu'il voulait devancer des critiques, et on peut se demander pourquoi il a fait preuve de tant de prudence, comme s'il craignait qu'on lui reproche de mettre à mal l'unité du pays. Et on voit plus largement dans le traitement de cette épidémie une réticence depuis le début à prendre des mesures ciblées, alors qu'en matière de santé publique, c'est quelque chose qu'on est finalement obligé de faire, notamment cibler les personnes malades en particulier. Alors, je pense qu'il voulait se prémunir d'une lecture trop politique que n'a pas faite Béatrice ni Philippe dans sa présentation, mais on sait que c'est un problème depuis le début de ce quinquennat, que les relations entre la majorité et les forces politiques d'opposition ont pris une tournure très particulière puisque l'opposition, en particulier les Républicains, sont ancrés dans les espaces politiques qui leur restent, qui sont les espaces politiques locaux, les départements, les régions et puis les villes, notamment des petites villes ou les campagnes. Et comme La République En Marche a peu d'implantation locale, les Républicains ont d'emblée mis l'accent sur eux, leur ancrage local et donc leur capacité à représenter une France qui
dans la controverse politique que La République En Marche aurait été incapable de représenter. Et on voit bien que l'attitude emblématique du président du Sénat, Gérard Larcher, dans ce registre-là, défendant les territoires contre l'État central. Mais en fait, il ne faut pas s'enfermer dans cette lecture trop politique parce qu'on a affaire ici à un problème plus grave qui est le problème de la relation entre le pouvoir central et les pouvoirs périphériques, c'est-à-dire de l'action de l'État, de trouver le bon niveau d'intervention, alors même que, comme on traverse une crise, il y a beaucoup d'actions de réflexe, c'est-à-dire les institutions font en premier lieu ce qu'elles savent faire le mieux, et donc elles ont tendance à se crisper sur leur manière de faire. Et on a vu d'ailleurs un certain nombre de crispations des acteurs opposés les uns les uns aux autres. Et on est dans une période où on attend tout de l'État central, bon, traditionnellement en France, mais particulièrement dans une crise comme celle-là. Et donc, on a vu toutes les lourdeurs à l'occasion de cette crise de notre organisation centralisée. Il y a eu pas mal de papiers dans la presse, par exemple, sur le temps qu'il a fallu pour accorder une autorisation à des laboratoires de recherche, même du CNRS, ou à des laboratoires vétérinaires pour traiter les tests médicaux du virus. On a vu dans des enquêtes de presse que ça représentait un véritable cauchemar bureaucratique, liés aux difficiles relations entre les préfectures et les agences régionales de santé, qui sont le bras armé du ministère de la Santé au niveau local, qui n'ont pas visiblement l'habitude de travailler ensemble. Et même le Premier ministre a reconnu dans son discours devant les députés que c'était, en faisant probablement allusion à cet épisode, une leçon d'humilité quand il s'agissait de faire sauter un certain nombre de verrous. Donc on a vu ces départements. On a perdu Marc-Olivier. Alors, je passe la parole à Lucille. On va essayer de retrouver Marc-Olivier. Lucille. Oui, moi je trouve que ce qui est très intéressant dans cette stratégie de déconfinement qui a été présentée par Édouard Philippe, c'est que elle prend le contre-pied de la stratégie de confinement. C'est-à-dire que la stratégie de confinement française, ça a été, comme ça a été dit d'ailleurs par Béatrice et Marc-Olivier, une stratégie de confinement très autoritaire, très centralisée, avec un rôle prépondérant donné aux préfets, aux attestations, au contrôle par la police. Alors ensuite, d'un territoire à l'autre, d'une ville à l'autre, d'un quartier à l'autre, c'était appliqué en fonction de qui étaient les policiers, quelle était la situation, est-ce qu'on était dans une commune rurale ou pas. Mais en tout cas, les principes du confinement étaient extrêmement autoritaires. Ce qui n'était pas le cas dans d'autres pays européens. Et je pense que la France était pratiquement le pays européen qui avait le confinement théorique le plus autoritaire, notamment la question des attestations, dont je rappelle qu'elles ont été plusieurs fois durcies depuis le début du confinement. Vous n'avez pas le droit de pratiquer une promenade de plus d'une heure à plus d'1 kilomètre, y compris quand vous promenez votre chien. Enfin, ça va à un niveau de détail extrêmement... Après, il peut y avoir des négociations dans le concret de la vie, mais ça va très loin. Et la présentation de la stratégie de déconfinement, c'est au fond un peu l'inverse, c'est-à-dire que c'est redonner du pouvoir au territoire. Et moi, c'est à cette occasion-là que je me suis aperçue avec force en regardant la carte du fait que, effectivement, nous n'étions pas égaux devant ce virus et que, comme ça a été esquissé par Marc-Olivier, ceux qui étaient les plus concernés, c'était les régions où il y a le plus d'échanges, qui sont le plus dans la mondialisation quelque part, qui sont les plus denses. Et donc, cette inégalité territoriale, on peut se demander, dans la stratégie de confinement, comment est-ce qu'on aurait pu déjà, en quelque sorte, l'inscrire dans le fonctionnement des acteurs, dans le dialogue entre l'État et les collectivités locales, entre l'hôpital et les médecins de ville. Je lisais que la sécurité sociale, le directeur de la sécurité sociale disait que tout allait reposer sur les médecins de ville dans la stratégie de déconfinement pour suivre les malades, alors qu'on a très peu parlé des médecins de ville dans le cadre du confinement, qui était très hospitalo-centré, ce qui est normal parce qu'il y avait urgence. Mais au fond, on va se reposer sur des acteurs qui n'étaient pas du tout explicitement visibles pendant le confinement. Donc, c'est bien l'une des difficultés à laquelle on assiste, c'est comment est-ce qu'on va faire le lien entre confinement et déconfinement, et c'est sans doute ça qui rendait le discours d'Édouard Philippe précautionneux, comme le disait Marc-Olivier, parce que
au fond, entre les deux systèmes, il y a quelque chose de très profondément différent. Et pourtant, il faut qu'il y ait une forme de continuité entre le confinement et un déconfinement très progressif selon la région où on se trouve. Deuxième point sur lequel je voulais insister, c'est quand même la question de l'Île-de-France. C'est-à-dire que, effectivement, l'Île-de-France est rouge, très rouge, la petite couronne est très rouge. Et on sait bien que c'est là qu'il y a à la fois toute la question de la relance économique de manière prioritaire, que c'est là qu'il y a les ministères, que c'est là qu'il y a donc cette espèce d'État, cet État à la française. Et donc, par rapport à ça, cette région Île-de-France sur laquelle c'est relativement indémerdable, en fait, d'imaginer le déconfinement, notamment à cause du problème des transports en commun. Vous avez sûrement tous vu l'interview de la directrice générale de la RATP qui disait non, on ne peut pas pratiquer la distance sociale dans les transports en commun parce que sinon, c'est transporter 2 millions de voyageurs au lieu de 8 millions par jour. Donc, c'est quand même très intéressant. C'est-à-dire que là, on est dans le concret, dans quelque chose qui est très difficile à imaginer. Donc, ça veut dire du télétravail. Ça veut dire, au fond, qu'aujourd'hui, pour les acteurs politiques, pour terminer là-dessus, il faut non seulement énoncer des grands principes, mais avoir une pensée de l'action, de la mise en œuvre. Et ça, c'est aussi assez nouveau en France, parce que jusqu'à présent, les grands discours politiques qui marquaient étaient d'abord des discours de principe, de concept, et aujourd'hui il faut des discours de mise en œuvre qui aillent très loin dans le détail pour rassurer. Moi je pense que c'est aussi notre culture politique qui est mise sous tension. Comment est-ce qu'on va pouvoir, du côté du président de la République, du côté du Premier ministre, du gouvernement, des préfets et des maires, avoir des discours de l'action, des discours de mise en œuvre? C'est quelque chose auquel on n'est pas forcément habitué en France, en tout cas moins que dans certains autres pays. On pense bien sûr à l'Allemagne, je pense à l'Allemagne en disant ça. Richard Verly. Ce déconfinement par région qui s'annonce, je crois qu'il a un grand mérite, c'est qu'il regarde les réalités en face. Et ces réalités, il y en a un certain nombre que le gouvernement soit n'a pas vu, parce qu'il était pris dans un engrenage, soit qu'il n'a pas voulu voir. La première réalité, et ça a été rappelé par Béatrice, c'est que toutes les régions françaises n'étaient d'abord pas exposées de la même manière au virus, à la menace immédiate du virus parce qu'il n'y avait pas des clusters partout, mais ensuite elles n'avaient pas ce qu'on pourrait appeler les mêmes facteurs de propagation. Rappelez-vous, certes, il y a eu ce cluster, donc ce foyer de propagation épidémique à Mulhouse dans le Grand Est. Il y en a eu aussi un au Contamine-Montjoie dans cette station alpine, mais il y en avait un aussi au début dans le Morbihan, en Bretagne. Or, la réalité sociale et géographique de la région Bretagne, la faible densité, l'intervention rapide des pouvoirs publics et sanitaires a permis d'éteindre ce foyer épidémique. Donc moi, je trouve en cela que c'est une très bonne nouvelle parce que ça remet sur la table cette diversité française, diversité de modes de vie, diversité de fonctionnement, et c'est une bonne chose. Tout le monde ne vit pas dans le pays, et c'est vrai de tous les pays, dans les mêmes conditions, dans le même environnement. Et je dirais que c'est un point important. Vous savez, toutes ces régions qui aujourd'hui vont être probablement classées vertes, toutes ces régions rurales qui se plaignent d'avoir, à juste titre, un mauvais accès au système de santé publique, un mauvais accès aux services publics, eh bien, elles sont en train de se rendre compte qu'elles ont néanmoins des avantages et que dans des périodes de troubles profonds, de troubles sanitaires, eh bien, elles ont une forme de protection qui peut-être devrait faire réfléchir. Il y a là un équilibre à trouver entre la protection dont on bénéficie quand on est dans ces zones et les difficultés qu'on encourt parce qu'on est loin de grandes métropoles et de bassins d'emploi. Donc je trouve qu'il y a un rappel aux réalités qui, à mon avis, est très sain pour le débat public français. Ensuite, il y a un deuxième élément dans ce déconfinement, ça va être la mise en musique de tout ça. Et là, moi, je vois un énorme problème poindre, c'est celui des déplacements. Et il y a cette distance, donc vous pourrez vous déplacer dans le département. Le chiffre de 100 km a été donné par le Premier ministre. Comment vous faites? Est-ce que vous mettez des barrages de police aux frontières, entre guillemets, de chaque département? Comment vous contrôlez les gens? Et là, je crois qu'on a un casse-tête qu'on a tendance à oublier. C'est qu'à partir du moment où vous réouvrez les portes, puisque vous n'êtes plus en confinement, eh bien,
vous avez des départements verts, des départements orange, des départements rouges, mais entre tous ces départements, il y a bel et bien des flux de population. Donc là, je pense qu'on est au-devant d'une autre équation qui va être très, très compliquée à gérer, c'est celle des flux de population qui seront aussi, ne l'oublions pas, des flux économiques, parce qu'une entreprise, on le sait bien aujourd'hui, surtout si elle a une certaine taille, elle n'a pas seulement une unité de production dans un département donné, souvent elle peut avoir une usine dans un département, un service X ou Y dans un autre. Comment on va faire pour que tout ça refonctionne ensemble? Ça, c'est le deuxième, à mon avis, grand défi. Enfin, troisième point, moi, je suis beaucoup moins optimiste sur cette décentralisation de fait qui pourrait résulter du déconfinement. Et ça nous ramène à un personnage central mis sur le devant de la scène par le Premier ministre, c'est le personnage du préfet. Or, le préfet, on le sait tous en France, moi je l'ai observé au fil de mes reportages comme correspondant d'un journal étranger, le préfet, il n'est pas du tout l'élément de la décentralisation. Il est l'homme du pouvoir central dans chaque département. Et donc, tout faire reposer sur le préfet autant que les maires, c'est mettre en quelque part en concurrence ces deux légitimités, celle de l'État représentée par le préfet, celle de la population, de l'élection représentée par les maires qui sont quand même fragilisés par le fait que le deuxième tour des municipales n'a pas eu lieu. Et ça, je trouve cela inquiétant. Donc, ce déconfinement, il va certes permettre d'ouvrir les yeux, mais il va aussi présenter de nouvelles difficultés et il va falloir beaucoup de, je dirais, de coopération interdépartementale, beaucoup d'ingéniosité. J'espère qu'on va les trouver parce que sinon, ça peut aussi aboutir à des situations compliquées et qui, notamment au niveau de la répartition des pouvoirs, quand il va s'agir de distribuer les masques, de distribuer les tests, de savoir qui sera testé en premier, où on installera éventuellement les futures aires de test en plein air dans des parkings, si on en vient là, comme l'a fait la Corée du Sud. Bref, c'est un maillage de petits problèmes qui, s'ils ne sont pas réglés humainement et avec dextérité, vont devenir autant d'épines dans le talon du déconfinement. Marc-Olivier Padis, de retour parmi nous. Oui, j'essaye en tout cas. Vous m'entendez bien là? Beaucoup mieux. Eh bien, je voulais revenir justement sur cette question de la décentralisation abordée par Béatrice et par Richard. Je crois qu'on sortira de cette crise moins avec un débat sur la décentralisation au sens d'une nouvelle dévolution des pouvoirs disons au département ou aux régions, mais plutôt un débat sur les déclinaisons territoriales des politiques nationales, puisque là on voit bien que c'est absurde de traiter de la même manière les personnes qui se promènent en montagne et celles qui veulent prendre le RER en région parisienne. Donc, il faut bien une déclinaison. Et par rapport à ce que disait tout de suite Richard, je pense que, évidemment, le préfet va avoir un rôle clé, mais dans ses interlocuteurs, il y a les maires, bien sûr, mais il va y avoir aussi les agences régionales de santé. Agences qui sont organisées, d'ailleurs, non pas au niveau département, mais de la région et des grandes régions. Et les agences avaient passé ces 2 dernières années à essayer d'absorber le choc du redécoupage des régions qui imposait des réorganisations administratives internes, ce qui fait qu'ils n'ont pas abordé dans les meilleures situations institutionnelles la crise. Bon, qu'importe, mais avec les ARS, on est encore dans disons un troisième terme qui est celui de déconcentration, c'est-à-dire c'est l'acteur public central, puisque là c'est le ministère de la Santé, mais présent en région sous la forme d'une institution spécifique qui sont ces agences, parce que c'est elles qui vont devoir repérer les cas, les isoler, tracer les contacts, convaincre les personnes qui ont été éventuellement en contact avec une personne malade de s'isoler, de se confiner, de se mettre en quatorzaine, etc. Mais le dernier point que je voulais aborder, c'est que tout ça, en fait, pose un problème énorme en termes de confiance, parce que ce qui est très préoccupant dans la crise que nous traversons, c'est que on vit cette crise très difficile en traversant en même temps une confiance de l'exécutif qui est majeure, surtout quand on le compare à nos voisins, où au contraire, il y a eu un regain de confiance dans les institutions publiques. Ici, on est dans un système centralisé où tous les problèmes sont attribués à l'exécutif, lui-même peine à convaincre.
Et alors que pour que les bonnes mesures soient adoptées, il faut impérativement une forte confiance de la population dans les recommandations des autorités. Et c'est là qu'on touche du doigt, je trouve, vraiment les faiblesses de notre organisation politique qui est trop centralisée et qui du coup d'elle-même crée la défiance. Et en même temps, l'attitude des pouvoirs locaux qui sont de fait déresponsabilisés ne crée guère de perspective sur une alternative régionalisée ou départementalisée. Donc la question reste entière, comment recréer de la confiance dans un système qui est trop centralisé comme le nôtre? Ça ne peut être qu'en rétablissant des niveaux de responsabilité à l'échelle locale, et je pense que ça, ce sera un chantier de l'après-crise. Lucile Schlipp. Oui, moi je voulais insister, je suis frappée du fait qu'on parle beaucoup des institutions, mais je pense qu'il y a aussi un effet de culture politique, c'est-à-dire que on voit bien que depuis le début de la crise, la culture politique en France reste quand même très autoritaire. Moi, je suis frappée d'une chose, c'est que on a mis beaucoup l'accent sur le sécuritaire, c'est normal, les attestations, les préfets. Par exemple, j'ai un ami guide de montagne qui a lancé une pétition qui a aujourd'hui un grand succès sur le fait qu'il fallait peut-être pas condamner l'accès à la nature pendant le confinement. Il rappelait qu'en Allemagne, on incite à aller dans les parcs, à faire de l'exercice physique. Nous, on nous incite à ne pas en faire. Et on sait qu'il y a eu certaines absurdités sur le fait de contrôler les personnes seules qui étaient dans la montagne, y compris avec des drones. Enfin, on est dans une situation où, en tout cas, la culture politique est autoritaire, et c'est pas seulement une histoire de Ve République, c'est aussi une sociologie politique. Du côté de ce fait, je pense que ce qui est très intéressant, et effectivement les élections municipales aujourd'hui, au fond, c'est le loupé aussi par rapport à ce qui s'est passé, par rapport à la contagion. On voit bien que la classe politique a été extrêmement contaminée, qu'il n'aurait vraiment pas fallu faire ce premier tour. Mais à partir de là, l'accent qui est mis de nouveau sur la question des élus locaux et le dialogue entre les représentants de l'État et les élus locaux, je pense que moi, c'est plutôt une chance à saisir. Après, ça signifie, et là, je rejoins ce que disait Béatrice sur le fait qu'il faut aller beaucoup plus finement que sur les départements, dans certains cas beaucoup plus finement, et en Île-de-France, quand même, au niveau de la région, puisque c'est quand même Valérie Pécresse qui a l'autorité sur les transports. Donc, en tout cas, beaucoup plus finement, mais tout dépendra d'un jeu d'acteurs où, au fond, ce sont sans doute les personnes qui vont retrouver de l'importance. Moi, je ne sais pas si tous les préfets sont aussi autoritaires que le préfet l'allemand. J'espère qu'un certain nombre sont plus humains. Et donc, en tout cas, il y a à ce que chacun se sente investi d'une capacité de dialogue et à refaire du dialogue, alors même qu'on se rappelle qu'au début du confinement, les cliniques privées, par exemple, n'étaient pas sollicitées par l'hôpital. L'ARS, les autorités régionales, les agences régionales de santé ne parlaient qu'à l'hôpital et pas aux médecins de ville. Là, on est dans un système inverse. Et je pense que, comme l'a dit Richard, c'est une chance de refaire du jeu d'acteurs diversifié avec du public, du privé, de l'État, des collectivités locales, mais que ça fonctionnera différemment selon les personnes. Je crois que c'est ça qu'il faut avoir en tête, et j'espère que chacun pourra se sentir saisi d'une responsabilité pour que ça marche. Je pense que c'est aussi ça qui est important. Moi, je trouve que depuis le début du confinement, il y a eu un discours extrêmement infantilisant des autorités étatiques, et non pas un discours de responsabilité individuelle. Christophe Castaner a quand même à un moment dans un de ses discours traité les Français d'imbéciles. Je pense que c'est quelque chose d'assez unique et ça ne se serait pas produit dans un autre pays de l'Union européenne. Donc moi j'espère, je fais le pari là-dessus, qu'il y ait une espèce d'alchimie humaine qui se remette à fonctionner au-delà des discours très théoriques et que ça se mette à fonctionner pour cette raison. Béatrice Gibla. Oui, moi je pense qu'on a eu une décision très brutale, dans une sorte de sidération avec le confinement. Au fond, on n'y croyait pas. Et je pense que les responsables politiques eux-mêmes pensaient que les Français, n'y croyant pas, ils ne se comporteraient pas comme ils devaient se comporter. Or, c'est tout l'inverse qui a été montré, qu'ils ont montré. Et je suis parfaitement d'accord avec ce que dit Lucile, c'est qu'en fait, on a eu des Français qui se sont montrés, dans leur très grande majorité, parfaitement responsables, respectant même un confinement dans des situations où elles ne s'imposaient pas avec cette même rigueur. Néanmoins, ils ont joué le jeu. Et je pense que c'est extrêmement important, et c'est pour ça que moi je suis plutôt optimiste dans ce qui va se passer pour le déconfinement, c'est-à-dire qu'ils ont un rôle à jouer, ils sont acteurs, ils vont coopérer avec les maires, qui eux retrouvent aussi un rôle important, et je pense que les préfets vont aussi
découvrir peut-être la qualité du nombre d'élus qu'ils ont autour d'eux. Je pense que tout le monde se sent investi d'un rôle et d'une responsabilité. Donc je pense que c'est une étape importante et j'espère qu'on saura ne pas la gâcher. En revanche, la situation de l'Île-de-France restera extrêmement difficile et que beaucoup des décisions qu'on prend, on les prend souvent en fonction de ce qu'on vit, de ce qu'on connaît de l'Île-de-France. Alors c'est vrai, c'est la région capitale, c'est 12 millions d'habitants, mais il y a tout le reste du territoire où les choses peuvent se passer beaucoup mieux. Et Richard a raison, on se sentait abandonné dans ces territoires faiblement peuplés et on va découvrir qu'au fond, à l'heure du Covid-19, c'est peut-être un peu là qu'il fallait se trouver. Richard Verly ? Oui, tout à l'heure, on parlait du discours infantilisant du gouvernement. Il y a un sujet que l'on n'a pas évoqué entre nous, c'est celui de ces fameuses brigades de traçage des personnes contaminées par le Covid-19, qu'elles soient symptomatiques ou plutôt asymptomatiques, puisque ce sont celles-là qui ne montrent pas donc de signes extérieurs de contamination et qui peuvent propager le virus et éventuellement provoquer une seconde vague. Moi, j'avoue que d'abord, je n'aime pas ce terme. Le terme de brigade est un terme qui ne m'inspire aucune confiance, surtout lorsqu'en plus on annonce, sans dire exactement ce que ça sera, que des personnes du corps, donc qui n'appartiennent pas plus exactement au corps médical, participeront et auront accès à des données médicales personnelles. Donc d'abord, mon premier réflexe, c'est une inquiétude. Et ma deuxième réflexion, c'est l'utilisation de ce terme dans un contexte qui, quand même, depuis le début du confinement, disons-le, et c'est une spécificité française, il y avait aussi l'Italie, mais l'Italie a pris le tsunami sur la figure, c'est un contexte très policier. Le confinement à la française a été un confinement très policier. Il se trouve que je me suis déplacé dans différents pays européens, j'ai fait un reportage aux frontières de la France qui m'a permis d'aller en Belgique, au Luxembourg, en Allemagne, en Suisse, et je peux vous dire que dans aucun de ces pays, il n'y a une telle présence visible, massive de la police. Et donc, si encore une fois, on reste dans ce registre avec des brigades, c'est-à-dire des gens qui nous surveillent, je pense qu'on ne va pas du tout dans le sens de ce qui doit être la meilleure riposte à l'épidémie, c'est la responsabilité individuelle et le sens de la responsabilité pour soi et pour autrui. Donc là, je mettrai clairement, puisque nous sommes en train de parler de couleurs, un réel feu rouge, un carton rouge au gouvernement pour avoir employé ce mot de brigade de traçage qui me paraît extrêmement malvenu. À quoi on peut sans doute ajouter que pour ce qui est de Paris, cette présence policière dont Richard vient de parler s'est exercée, de mon point de vue d'observateur, d'observateur privilégié, puisqu'avec une carte de presse, on n'est pas censé, on n'a pas d'ennui avec la police où qu'on soit, mais on regarde par contre ce qui se passe et on voit bien que dans beaucoup de cas, on a le sentiment que le commandement de la police n'a pas fait en sorte que les contrôles soient dépourvus d'agressivité. Intéressons-nous maintenant à la relance économique dans sa dialectique avec l'urgence climatique. Avec 2200 milliards de dollars, le programme pour la relance économique adopté par le Congrès des États-Unis est le plus important plan d'aide jamais adopté dans ce pays. La France a annoncé 345 milliards d'euros, l'Allemagne 750, le Royaume-Uni 350 milliards de livres sterling, la Suisse 42 milliards de francs. Pendant la reprise souhaitée et aidée de cette manière, sous quelle forme la question du changement climatique sera-t-elle à l'ordre du jour ? Le groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat, le GIEC, souligne dans un récent rapport que pour rester dans la cible des 1,5 degré de réchauffement, les besoins d'investissement dans le système énergétique se situent à 2,5% du PIB mondial jusqu'à au moins 2035. Le récent pacte vert de l'Union européenne vise à investir 1,5% du PIB d'ici à 2030, quand les partisans de la nouvelle donne verte aux États-Unis appellent leur gouvernement à y consacrer 2% du PIB. À Bruxelles, le président de la Commission de l'environnement du Parlement européen, Pascal Canfin, a rassemblé 180 ministres, eurodéputés, représentants d'ONG, de think tanks et dirigeants d'entreprises autour de son appel pour une alliance verte
dont l'objectif est de préparer l'Europe et la France à l'après-Covid-19. Le Haut Conseil pour le climat, dans son rapport Climat, santé, mieux prévenir, mieux guérir, appelle à sortir des énergies fossiles pour faire face aux chocs sanitaires et aux chocs climatiques. Les 13 experts de cette instance indépendante, installée en 2018 par Emmanuel Macron, exhortent l'exécutif à placer la transition écologique et l'égalité sociale au cœur de la relance économique afin de renforcer notre résilience aux risques sanitaires. Ils font 18 recommandations pour y parvenir et demandent notamment de conditionner les aides publiques destinées au secteur sinistré à des plans précis en faveur du climat. Sur cette question, Lucile Schmitt. Oui, merci Philippe. Je crois que la question qui est posée, c'est comme à chaque crise et de manière encore plus intense compte tenu de la gravité de ce que nous vivons et de l'urgence climatique, c'est est-ce qu'après une crise, on change ? Et dans le cas de l'articulation entre urgence climatique et urgence économique, est-ce qu'on change à 180 degrés ? Ce que nous voyons aujourd'hui, c'est que la récession économique qui est mondiale, qui est de l'ordre d'une baisse de 4 à 5% du PIB, entraîne dans le même temps une baisse qui a été évaluée par un certain nombre d'instituts, de think tanks, etc., justement de 4 à 5% des émissions de gaz à effet de serre. Donc on voit bien qu'il y a une corrélation parfaite aujourd'hui entre la récession et la baisse des émissions de gaz à effet de serre. Ça ne signifie pas d'ailleurs que le dérèglement climatique va s'arrêter parce qu'il y a une très forte inertie de ces émissions et que pour l'instant, nous restons sur une trajectoire à 2 degrés, voire 3 degrés de réchauffement. Mais en tout cas, la récession, c'est bon pour la baisse des émissions de GES. Et évidemment, nous ne souhaitons pas rester en récession. Donc toute la question qui est posée, vous l'avez rappelé par ces différentes initiatives, c'est comment est-ce qu'on fait pour relancer l'économie, mais d'une manière structurellement différente, alors même qu'il y a urgence sociale et urgence économique, et notamment dans des secteurs qui sont aujourd'hui les plus fortement émetteurs, comme les transports, puisque ce sont les transports, notamment le transport aérien, mais aussi la voiture, l'automobile, le transport routier, qui sont aujourd'hui à l'arrêt, et c'est largement cet arrêt des transports, de même que l'arrêt des usines, qui explique la démission des gaz à effet de serre. Donc tout le paradoxe, c'est qu'il faut articuler deux choses qui sont pour l'instant contradictoires. Le principal exemple qu'il peut en donner, c'est la façon dont le gouvernement a décidé d'aider Air France, Renault, et dont immédiatement tous les écologistes de France et de Navarre se sont égosillés en disant « mais vous ne pouvez pas aider Air France ». Sauf qu'on ne peut pas se passer d'une compagnie aérienne nationale. Et la réponse de Bruno Le Maire a été immédiate, c'est qu'Air France allait devenir, par un coup de baguette magique, une sorte de la compagnie aérienne la plus environnementale au monde. On ne sait pas encore très bien comment, mais en tout cas, les choses sont programmées. Donc, les initiatives qui sont prises auront-elles un impact sur la réalité ? Je crois que c'est ça qu'il faut poser. Ces initiatives sont très nombreuses, vous l'avez rappelé. Mathieu Orphelin, Barbara Pompili, qui sont deux députés verts qui sont clairement verts, qui n'ont pas à donner de preuves de leur engagement, ont lancé la plateforme le jour d'après. Ursula von der Leyen, la présidente de la Commission européenne, et Pascal Canfin sont deux exemples éclatants de la façon dont le Green Deal doit être articulé, disent-ils, avec la relance. Mais l'écologie reste un champ de bataille. Je crois que c'est un point qui est essentiel. Et là, les choses se dévoilent parce qu'à l'occasion des crises, au fond, ce qui se dévoile, c'est les choses qui se passent souvent souterrainement. Elles se dévoilent avec un lobbying intense de certaines grandes entreprises, regroupées par exemple au sein de l'Association française des entreprises productives, autour des transports. Et la demande qui est portée par ces entreprises, c'est à la fois de décaler les calendriers d'évolution des normes et des financements portés par le Green Deal au niveau européen, mais c'est aussi des dérogations, de demander des dérogations immédiates par rapport aux normes et aux législations qui existent. Et donc, on est dans une situation où, en fait, la relance pourrait non seulement ne pas être articulée à l'urgence climatique, mais même se traduire par des régressions sur des engagements qui avaient déjà été pris au niveau européen ou au niveau national. Alors, ce qui est assez rassurant malgré tout, c'est que ce ne sont pas seulement, les militants verts, les écologistes les plus engagés qui plaident sur le fait qu'on ne peut pas désarticuler relance économique et questions climatiques. Ce sont des personnes raisonnables. Emmanuel Macron lui-même a dit qu'il fallait trouver une société qui soit plus économe, plus frugale en carbone. Mais la question qui se pose, c'est au-delà des discours, qui sont aujourd'hui des discours
fait alors même que la relance n'a pas eu lieu et alors que, comme vous l'avez rappelé, des centaines de milliards valsent devant nos yeux. Comment est-ce que concrètement, lorsqu'il s'agira justement d'affecter ces milliards, ces aides, comment est-ce qu'on fera pour enclencher des investissements qui soient des investissements structurels vers une sobriété en carbone? La difficulté, c'est évidemment d'avoir un virus qui aura été bon pour l'écologie et pour le climat et un après-virus qui serait désastreux pour le climat. Ça, ce serait la pire des situations. Parce que la pandémie, en ralentissant l'économie mondiale, elle a donc ralenti les émissions. Et l'après-virus qui sera essentiellement consacré à retrouver de l'emploi, à remettre sur pied des entreprises, à leur donner des moyens financiers en urgence, peut en quelque sorte gâcher de nombreuses années de combat écologique. Cela dit, moi je vois deux possibilités qu'il faudrait creuser et je ne sais pas s'il sera possible de s'y engouffrer. La première possibilité, c'est qu'il y a un discours quand même ambiant, prenons l'Europe, sur une forme de souverainisme industriel, notamment dans des secteurs stratégiques. Les Européens sont tous d'accord, au moins pour le dire, il faut rapatrier en Europe un certain nombre de productions sensibles qui mettraient le continent en situation d'extrême vulnérabilité si on continuait de sous-traiter, notamment à la Chine. Eh bien, il faut impérativement que ce souverainisme européen en matière industrielle soit assorti de conditions écologiques et de normes écologiques. Ça me paraît clair. Donc, en gros, toutes les futures entreprises qu'on incitera à rapatrier leurs usines et leurs capacités de production en Europe, elles devraient pouvoir le faire et bénéficier pour cela d'aides dans des conditions, disons, satisfaisantes d'un point de vue écologique. C'est la première chose. La deuxième chose, et ça, bien évidemment, en ce moment, c'est un discours qui est politiquement très difficile à tenir, mais il faut quand même habituer les Européens au fait que les prix vont augmenter, qu'un certain nombre de produits fabriqués d'une part en Europe et d'autre part avec des normes écologiques beaucoup plus satisfaisantes, ces produits coûteront plus cher. Il y aura un prix à payer pour ça. Et moi, ce qui me fait peur, c'est qu'on ne parle en ce moment pas du tout du coût naturel qui résultera d'une politique écologique et économique audacieuse. Il faut prévenir les gens qu'il y aura des arbitrages à faire et il faut aussi leur rappeler que la conséquence d'une production massive en Chine, c'était une production bon marché. Si on veut moins produire en Chine, eh bien, on devra accepter de payer plus cher. Alors, une fois tout cela dit, on a quand même un énorme problème. Et ce problème, il est géopolitique et il se résume à un prénom et à un nom, c'est monsieur Donald Trump. Parce que tout va beaucoup dépendre de l'élection américaine du 3 novembre, si elle est maintenue à cette date. Si Trump est battu, une recomposition géopolitique, géoéconomique et donc géoclimatique est possible. Si Trump remporte l'élection, il va aller de l'avant avec son souverainisme industriel pétrolier à tout va, et à partir du moment où les États-Unis refuseront de participer à toute forme de coalition économique internationale, l'édifice se retrouvera sacrément branlant. Donc malheureusement, je crois, il est très difficile d'apporter des réponses un peu tangibles à ces questions tant que nous ne saurons pas qui occupera la Maison-Blanche pendant les 4 prochaines années. Béatrice Gibelin ? Oui, moi je voudrais revenir sur quelque chose qui est notre difficulté, notre incapacité à regarder ce qui nous dérange. Je vais prendre, quand la crise du Covid-19 a démarré en Italie, on n'a pas pensé que ça arriverait en France. On s'est dit, c'est en Italie, et puis au fond, ils sont moins bons que nous, donc c'est normal qu'ils s'en sortent pas. Et il a vraiment fallu qu'on soit touché pour qu'on réalise qu'on pouvait effectivement être directement concerné de façon, d'ailleurs, avec une réelle gravité sur cette épidémie. Et je pense que vis-à-vis du réchauffement climatique, on est dans la même attitude. Ça fait des années, des dizaines d'années que les experts nous disent c'est là, c'est de plus en plus là, et ça va être absolument grave. Il est important qu'on commence à prendre des décisions et
on continue à regarder ailleurs. Alors, s'il y a peut-être une leçon à tirer de ce qu'on vient de vivre, c'est peut-être que la prise de conscience, si vous voulez, qu'un déséquilibre des écosystèmes peut avoir des conséquences extrêmement graves, puisque c'est ce virus qui était sur des chauves-souris et qui existe depuis très longtemps, mais qu'on n'avait jamais dérangé, passant par un animal dont on dit que c'est le pangolin, et ensuite avec transmission humaine. Est-ce que cette situation ne va pas contribuer à accélérer une prise de conscience sur la gravité de la situation, prise de conscience qui commençait réellement à se faire. Je pense qu'une très grande majorité de nos concitoyens sont maintenant convaincus que c'est l'activité humaine qui est responsable du changement climatique et que les épisodes des étés très chauds, de fortes chaleurs, ou des ouragans, ou des cyclones, ou des tempêtes que nous avons de façon plus fréquente, je veux dire, ou les incendies qu'il y a eu en Australie qui ont duré longtemps, ou ceux qui ont eu lieu en Russie, il y a des images maintenant de tout ça. Je pense qu'il y a vraiment une prise de conscience et que ce serait tellement dommage de ne pas profiter de ce moment-là pour, malgré l'urgence économique et sociale dont parlait Lucile, que je partage totalement, de ne pas profiter de ce moment de prise de conscience pour avancer sur la transition écologique. Alors, Richard a raison, si Trump est réélu, tout cela, sans les États-Unis, sera très difficile. Mais le pire n'est jamais sûr, et pour le moment, en tout cas, Biden est en tête dans les sondages. Non pas qu'il sera un partisan forcené de la défense de l'écologie et de la lutte contre le réchauffement climatique. Mais je pense que c'est un moment important dans lequel il semblerait que les responsables de la Commission européenne semblent déterminés à agir. Il semblerait que les prises de position, même du ministre de l'économie français, Le Maire, soit de dire, eh bien, on demandera effectivement des engagements écologiques aux entreprises qui auront été fortement soutenues. C'est même une opportunité pour Air France. Lucille disait, je vois pas comment elle pourrait devenir plus verte. C'est une opportunité parce que ça va lui permettre de mettre ses vieux avions au rebut rapidement, de fermer les lignes à courte distance sur lesquelles elle perd beaucoup d'argent, sauf pour réalimenter le hub de Roissy, d'avoir des appareils qui vont être moins gourmands en kérosène, mais c'est avec un pétrole qui est aujourd'hui à $15 le baril, c'est peut-être le moment aussi de supprimer le fait des taxes du kérosène pour tous les transports routiers, pour le part en tout cas, et beaucoup pour l'aérien. Quand Richard disait à très juste titre, les prix vont augmenter, eh bien les prix des transports vont augmenter. Je veux dire, les campagnes publicitaires où on va à Barcelone pour 30 €, eh bien ça, c'est des campagnes publicitaires qu'on devrait voir absolument disparaître. Je pense Oui, je suis tout à fait d'accord avec ce que vient de dire Béatrice sur les facteurs d'évolution qu'on peut observer. Moi, je voudrais tout d'un coup faire preuve d'optimisme en vous écoutant. Je préfère vous prévenir parce que c'est devenu tellement inhabituel dans la période que je voudrais pas placer nos auditeurs en état de choc. Mais je vois 3 facteurs d'optimisme, en fait. Le premier, c'est que, dans le fond, cette volonté de saisir le moment que nous traversons pour mettre en avant les enjeux environnementaux et les enjeux de la transition climatique, ce n'est plus aujourd'hui un discours minoritaire ou marginal. On voit dans les enquêtes d'opinion que en fait, il y a une majorité de la population qui pense qu'il faut tenir compte du changement climatique dans les mesures de sortie de crise. Et si on se reporte simplement à la crise de 2007-2008, on se souvient bien qu'à l'époque, personne n'avait lancé d'avertissement sur le thème il faut relancer l'économie, mais faisons quand même attention aux enjeux environnementaux. Il y avait eu des avertissements sur il ne faudra pas que les banques développent les mêmes pratiques, etc., mais pas sur l'environnement. Or, aujourd'hui, on voit que c'est absolument central dans le débat, tel que ça a été résumé dès le début par Lucille. Je ne reviens pas dessus. Le deuxième facteur d'optimisme que je vois, c'est ce que disait Richard à propos du souverainisme européen en matière industrielle.
On voit bien qu'un débat s'est ouvert sur le fait de relocaliser un certain nombre d'activités en Europe. Et c'est vrai que, par exemple, des usines pharmaceutiques sur le territoire européen, etc. Et nécessairement, si des usines refont de l'activité industrielle sur le territoire européen, elles devront se conformer à des normes européennes qui sont à tous les égards plus strictes que les normes imposées en Chine et plus encore que, disons, les contrôles effectifs faits sur place en Chine, parce que je ne sais pas bien trop ce que ça vaut. Alors, il faut bien avoir conscience que dans les 10-20 dernières années, ce qui a permis de réduire les émissions de gaz à effet de serre en Europe, c'est le fait qu'on a délocalisé notre industrie émettrice de carbone vers l'Asie, en particulier vers la Chine, et donc on n'a pas véritablement fait l'effort. Mais en revanche, si on relocalise avec des normes plus fortes et des usines, mettons des activités industrielles qui sont moins émettrices de carbone, on y aura gagné. Troisième facteur d'optimisme, même si j'entends bien et je partage toutes les inquiétudes qui concernent le fait qu'il va y avoir une pression très très forte sur les gouvernements pour que la priorité soit la lutte contre le chômage et le maintien du pouvoir d'achat. Et on le comprend bien, il y a des gens qui aujourd'hui ont perdu leur emploi ou sont en baisse d'activité et qui sont très très inquiets et qui voudront retrouver de l'activité et des rémunérations, ou même si on pense simplement à la rémunération du personnel hospitalier, il va y avoir une pression bien sûr très forte pour augmenter les salaires de tout le personnel hospitalier. Donc il va y avoir une pression inflationniste, mais qui n'est pas d'ailleurs d'un point de vue macroéconomique pas un gros problème, parce que on a plutôt un risque de déflation dans l'ensemble. Bref, mais ce que je voudrais dire, c'est que on peut tout à fait identifier des mesures qui peuvent avoir un effet bénéfique à la fois pour la santé, le climat et la croissance. C'est ce que les économistes appellent l'éco-bénéfices sanitaires et environnementaux. Par exemple, réduire notre dépendance aux hydrocarbures, c'est bénéfique à la fois pour la santé, pour le climat et pour la croissance, au sens où ça impose des investissements, par exemple, dans des énergies nouvelles. Autre exemple, lutter pour une meilleure qualité de l'air, c'est à la fois imposer d'investir, donc c'est bon pour la croissance, et c'est bon pour le climat, pour la santé. Et on peut décliner comme ça, finalement, pas mal de domaines économiques où il y a des co-bénéfices. Par exemple, la réduction de l'habitat précaire. Par exemple, l'isolation à grande échelle des bâtiments. Par exemple, le développement du fret ferroviaire. Ou encore, un dernier exemple, l'alimentation, l'amélioration nutritionnelle, l'amélioration de la qualité de l'alimentation avec moins de viande, plus de protéines végétales à travers les légumineuses, etc. Eh bien, tout ça, ce sont des activités à co-bénéfice, donc qui sont bonnes à la fois pour la santé, le climat et la croissance. Et donc, ça veut dire qu'il y a bien des secteurs sur lesquels on peut mettre l'accent pour relancer la croissance quand on sortira de la crise sanitaire. Lucile Schmitt. Oui, moi je voudrais juste rebondir par rapport à ce que vient de dire Marc-Olivier. Je pense qu'il y a un vrai sujet sur cette question de la croissance, c'est-à-dire que il faut aussi accepter que la relance et la croissance, il faut en discuter différemment dès qu'on met la nature et la question de l'écologie. La croissance, c'est quand même quelque chose auquel l'écologie invite assez largement à avancer. D'ailleurs, vous avez des personnes comme Jean-Marc Jancovici qui, de manière très provocatrice, n'arrêtent pas de dire qu'au fond, ce qu'il faut c'est faire maintenant, c'est assumer la décroissance. Alors moi, je pense que c'est provocateur, mais il faut lancer le débat sur quelle croissance, qu'est-ce que ça signifie la croissance. Vieux débat chez les écologistes, mais qui doit devenir aujourd'hui un débat de société, un débat de majorité. Je termine là-dessus. Merci, ça devra aussi devenir un débat du nouvel esprit public. Richard Verly. Oui, alors je vais assumer un désaccord absolu avec Lucile. Je pense que ce serait le pire moment pour parler de décroissance. Après des mois de confinement, à un moment où le public, les populations attendent de retrouver un emploi, ça veut dire une certaine forme de stabilité économique, aller expliquer que le monde futur sera un monde de décroissance, c'est-à-dire dans l'imaginaire général un monde où il y aura moins d'emplois, je pense que c'est prendre un énorme risque politique. Moi, je vois plutôt une autre forme d'action,
c'est de se tourner vers le secteur privé à un moment où les États ont la main parce qu'ils sont en train de signer des chèques à gogo de montants absolument ahurissants et de dire aux patrons, maintenant vous êtes responsables. On attend de vous des gestes écologiques et on attend de vous une politique industrielle compatible avec la lutte contre le réchauffement climatique. C'est le moment de prendre à bras-le-corps le secteur privé et de l'impliquer dans ce travail. Ce n'est à mon avis pas le moment de théoriser sur la décroissance, sauf à vouloir démoraliser tout le monde dans un moment où quand même il y a déjà de bonnes raisons de ne pas avoir le moral. Béatrice Gibelin. Oui, moi je suis tout à fait d'accord avec Richard là-dessus. Je pense que ce qui peut être utile toujours pour travailler auprès de nos concitoyens, c'est avoir une information claire. Si la transition énergétique, je pense que beaucoup de Français pensent qu'elle doit se faire, mais ils ne savent pas, eux, personnellement, à part changer de voiture et d'acheter une voiture électrique, mais encore faut-il en avoir les moyens, ils ne savent pas personnellement, réellement, ce qu'ils peuvent faire pour participer de cette lutte contre le réchauffement climatique. Je crois que là, ils se sentent impuissants et du coup avec une attitude fataliste. Et c'est encore une fois ce moment si particulier dans lequel on va se trouver, qui, s'il est bien employé, peut permettre d'avancer dans la prise de conscience de la gravité de la situation, en leur rappelant que on vient de vivre quelque chose de très grave et que ce sera encore plus grave si on ne se bouge pas sur le réchauffement climatique. Merci. L'heure a sonné de notre dernière séquence, la séquence des brefs. Je vais l'ouvrir en racontant qu'en 1721, à l'enterrement du deuxième lieutenant de police de Paris, René-Marc d'Argenson, c'est Fontenelle qui fut chargé de l'éloge funèbre de cet ancêtre du préfet de police, et voilà dans quels termes il s'en acquitta. Tenir les abus nécessaires dans les bornes précises de la nécessité qu'ils sont toujours prêts à franchir. Les renfermer dans l'obscurité à laquelle ils doivent être condamnés et ne les en retirer pas même par des châtiments trop éclatants. Ignorer ce qu'il vaut mieux ignorer et ne punir que rarement et utilement. Pénétrer par des conduits souterrains dans l'intérieur des familles et leur garder les secrets qu'elles n'ont pas confiés tant qu'il n'est pas nécessaire d'en faire usage. Être présent partout sans être vu. Enfin, mouvoir et arrêter à son gré une multitude immense et tumultueuse et être l'âme toujours agissante et presque inconnue de ce corps, voilà quelles sont en général les fonctions du magistrat de la police. Lucile Schmitt. Oui, moi je voulais inciter à lire ou relire Serge Moscovici, grand penseur de l'écologie, mort en 2014, et qui a pensé la question de la nature, la question du progrès. Ça rejoint tout à fait notre discussion sur la croissance ou le début de notre discussion, en disant bien qu'à chaque moment correspond son état de nature. Alors, donc il faut lire de la nature pour penser l'écologie, etc. Mais je voulais aussi dire que Serge Moscovici, d'origine roumaine, avait écrit un texte magnifique que j'ai relu ces derniers jours, qui s'appelle Chronique des années égarées, qui raconte son itinéraire d'enfant venu de la Bessarabie, qui va à Bucarest, qui finira par venir à Paris, qui deviendra un intellectuel, alors qu'il aurait pu être marchand de grains, qui racontera qui racontera les pogroms, qui racontera l'extermination des Juifs. Et à travers cette espèce d'itinéraire de celui qui est devenu un des grands penseurs de l'écologie, il y a quelque chose qui nous raconte aussi l'histoire de l'Europe. Donc je trouve qu'il faut lire les deux. Il ne faut pas lire seulement la théorisation sur l'écologie, il faut aussi lire les parcours humains qui amènent à penser la manière d'être dans un monde plus écologique. Marc-Olivier Padis. Je recommande pour ma part un livre sorti en librairie peu avant le confinement, un livre de Bruno Tertrais intitulé « Le choc démographique » et publié chez Odile Jacob. Spécialiste des relations internationales, Bruno Tertrais fait dans ce livre le point sur les grandes tendances de la démographie mondiale en refusant aussi bien l'angélisme que le catastrophisme. Il traite successivement des questions comme y aura-t-il assez de ressources naturelles à l'échelle de la planète pour une population très nombreuse, que devient la physionomie de la population européenne, que devient l'Afrique, et surtout il essaye de voir les conséquences politiques et géopolitiques de ces évolutions, quels sont les effets de ces tendances sur les mouvements populistes dans nos régimes et quels effets sur la hiérarchie
des puissances. C'est une analyse lucide et dépassionnée d'un sujet explosif. Béatrice Gibelin. Eh bien, moi, ce sera plus léger. C'est l'ouvrage de Paolo Ruiz qui s'appelle Appia, qui est son itinéraire à pied avec quelques amis de Rome à Brindisi, ce qui fait quand même plus de 600 kilomètres parcourus en 29 jours. Et c'est, j'allais dire, à la fois un livre extrêmement chaleureux et enchanteur quand il parle des paysages italiens, et qui est aussi un livre de colère. C'est un livre de colère contre le mépris que ce pays a pour tout ce qui est au sud de Rome. C'est un livre de colère contre l'incurie de l'État qui laisse le champ libre aux mafias dans le sud italien. Mais c'est aussi un livre tellement d'amour pour les paysages, avec un art de la description des paysages que j'aimerais avoir. C'est un livre d'amour pour les portraits des personnes rencontrées, tout à fait remarquable. Au fur et à mesure où ils avancent vers Brindisi, c'est aussi les petites auberges, c'est même des recettes de pâtes. On réalise la diversité des pâtes en Italie, c'est la diversité des vins. C'est vraiment un merveilleux voyage, surtout qu'en ce moment, on n'ira peut-être même pas encore en Italie cet été. Je vous encourage vraiment à partager cet ouvrage. J'ai qu'un regret, c'est qu'il n'y avait pas d'absence de carte. Richard Verly. Alors, il y a un grand acteur de tout ce déconfinement et confinement, c'est évidemment le peuple français. Donc, j'ai tenté de retrouver des ouvrages qui me permettraient de le comprendre. J'en ai trouvé un qui vient d'être édité. C'est un livre de Gaël Brulé, publié chez Duno, qui s'appelle « Petite mythologie du bonheur français ». Ça se lit très facilement, ça raconte ce qui fait la France et les Français, et ça donne aussi beaucoup de raisons de voir ce qui peut marcher et ce qui peut ne pas marcher alors que le déconfinement va se mettre en place. Et il y a sinon un article de la Revue des Deux Mondes, publié en juin 2019. Celui-là, il est beaucoup moins rassurant parce qu'il est consacré à la haine française, haine contre les élites, les riches, Paris et l'État. On pourrait dire aussi aujourd'hui haine contre le virus. En tout cas, c'est passionnant et ça permet là aussi de comprendre les Français. Merci à toutes et à tous. Demain, rendez-vous dès 11h avec Michel Perrault pour son premier « Qui t'a fait toi ?», dont le deuxième sera diffusé, le second sera diffusé mardi, lui aussi mis en ligne à 11h. Merci à Sophie Jacquin avec qui cette émission a été préparée, à notre ingénieur du son, Charles de Silla, à Benoît Carré qui veille au grain et à Olivier Magloire qui s'occupe des sites par lesquels vous nous soutenez. Merci à Nouvelles Écoutes et à Julien Neuville et rendez-vous dimanche prochain pour un nouvel Esprit Public. Encore merci.